Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil de l'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. La Saskatchewan appelle Ottawa à agir face à la possible grève ferroviaire. Une potentielle grève ferroviaire aurait un effet dévastateur sur l'économie de la Saskatchewan. D'après Laurie Carr, la ministre des Routes de la province, elle a adressé une lettre en ce sens au gouvernement fédéral mardi afin de s'assurer qu'une possible grève ferroviaire ne se solde pas par une interruption du service ferroviaire. Le Canadian Nationals et le Canadian Pacific Kansas City ont indiqué la semaine dernière qu'ils allaient mettre 9300 employés en lockout le 22 août, à moins qu'ils trouvent un terrain d'entente après l'impasse des négociations sur les horaires et les salaires. Les membres du syndicat des deux entreprises ont voté à 98% en faveur de la grève en mai dernier. Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a partagé la lettre de la ministre sur son compte X, anciennement connu comme Twitter, mardi. En tant que province enclavée, les producteurs de la Saskatchewan dépendent des chemins de fer afin d'assurer le bon fonctionnement de la chaîne de livraison de nos produits au marché. C'est ce qu'indique Laurie Carr dans la lettre qu'elle a envoyée au gouvernement fédéral. Le Canada et la Saskatchewan dépendent de la capacité de nos exporteurs à livrer des produits de qualité à temps, rappelle-t-elle. La ministre provinciale estime qu'une interruption de travail pourrait entraîner des retards, ce qui permettrait aux concurrents mondiaux de prendre l'avantage. Les deux principales compagnies de chemin de fer du pays ont commencé à interrompre les livraisons, notamment de produits dangereux mardi, en prévision d'une grève ou d'un lockout possible. Le tribunal du travail a ordonné une période de réflexion de 13 jours dans le cadre de la décision rendue vendredi matin par le Canadian Nationals et le Canadian Pacific Kansas City, ce qui laisse le 22 août comme date la plus proche possible pour une grève ou un lockout. Ottawa va donner 577 000 $ de plus par année au Manitoba pour les services en français. Le gouvernement fédéral et le Manitoba ont signé une nouvelle entente de 5 ans sur les services en français. Le montant fourni par Ottawa, qui n'avait pas changé depuis 2009, augmente de 576 704 $ par semaine. L'attente, qui couvre la période d'avril 2023 à mars 2028, atteint donc un total de 1 976 704 $ par an. Elle a été annoncée lundi. L'argent ira entre autres pour l'amélioration de services en français en immigration, en justice, en santé, dans les sports et dans les services de garde. La nouvelle entente contient aussi un plan de travail stratégique avec les priorités de la province pour améliorer la capacité bilingue de la fonction publique et améliorer les services en français. Il y a notamment des initiatives pour le recrutement et la rétention d'employés provinciaux bilingues, ainsi que des occasions de développement professionnel. La province comptait sur une bonification de cette entente. Le budget 2024 prévoyait une augmentation du financement du secrétariat aux affaires francophones de près de 500 000 $ en anticipation d'une nouvelle entente Canada-Manitoba relative aux services en français. Si les sommes annoncées par Ottawa ne permettront pas de faire du Manitoba une province véritablement bilingue du jour au lendemain, le vice-président de la Société de la francophonie manitobaine estime qu'il s'agit d'un pas vers la réalisation de cet objectif. Il s'agit d'ailleurs de la mission que le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, a confiée au ministre Glenn Simard dans sa lettre de mandat. Ce dernier est également d'avis que cette somme représente une étape en vue de la réaliser. La négociation de cette entente et la présence du Manitoba au Conseil des ministres sur la francophonie canadienne était aussi, selon le ministre, une occasion pour la province de marquer son engagement envers la francophonie. La municipalité de Jasper estime que les feux de forêt du mois dernier ont détruit pour 283 millions de $ de biens. La municipalité rapporte également que si 358 structures ont été détruites, principalement des commerces et des maisons, le nombre total de logements perdus est environ de 800. Ces chiffres ont été remis aux conseillers par le directeur général Bill Givens lors d'une réunion virtuelle mardi. M. Givens a mentionné que ces chiffres deviendront encore plus décourageants à mesure que la reconstruction avance, car les structures perdues équivalent à une perte de 2,2 millions de $ de recettes fiscales foncières annuelles. Au cours de la réunion, le Conseil a approuvé un certain nombre de motions concernant les prochaines étapes à suivre pour tenter un retour à la normale, alors que les 5000 résidents de Jasper pourront rentrer chez eux à compter de vendredi. Les motions approuvées comprenaient la suspension et le rapport des paiements et de la collecte des taxes foncières pour les propriétés endommagées et détruites, ainsi que des frais de services publics municipaux pour ces mêmes propriétés. Le Conseil a également adopté une motion demandant à
l'administration d'examiner la possibilité de rembourser partiellement les taxes foncières pour les résidents dont les maisons ou les entreprises ont été détruites, mais qui avaient payé leurs taxes annuelles en totalité avant l'incendie. En ce qui concerne la perte de 800 logements, le maire Richard Irlande a exhorté les résidents à remplir un sondage sur le site web de la municipalité pour évaluer exactement combien de personnes pourraient utiliser un logement temporaire à leur retour. Lors d'une présentation au début de la réunion de mardi, le commandant des interventions de Parc Canada, Jonathan Large, a expliqué au conseil que les résidents qui reviendront souper à Jasper doivent toujours s'attendre à voir de la fumée de feux de forêt à proximité. Nouvelle unité de soins pour les victimes d'agressions sexuelles à North Vancouver. L'hôpital Lion Gate à North Vancouver a ouvert une unité de soins médico-légaux spécialisée dans la prise en charge des survivants d'agressions sexuelles. Et il s'agit de la 4e unité du genre dans le Grand Vancouver, mais selon certaines personnes, il y a toujours un manque. Le service de soins est composé de 12 infirmières médico-légales formées pour la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles, de violences domestiques et de trafic humain. Le service est ouvert aux victimes de 13 ans et plus. La présence d'un parent ou d'un tuteur n'est pas nécessaire et aucune forme d'identification n'est demandée. Comme l'explique Jackie Miller, la coordonnatrice du programme, différentes possibilités de traitement et recours sont proposés aux victimes, à commencer par l'évaluation et le traitement des blessures. Les infirmières spécialisées peuvent recueillir les témoignages des victimes et effectuer des examens et prélèvements qui seront gardés sous scellés dans un congélateur médico-légal verrouillé pendant 1 an. Le choix de lancer une procédure judiciaire ou non est laissé aux victimes. Les infirmières peuvent aussi faciliter le processus pour les survivants qui souhaitent recevoir des soins médico-légaux et se présenter à la police. De l'avis de Carly Norton de l'organisme de soutien aux victimes d'agressions sexuelles, Salal, il devrait y avoir plus d'unités qui soient capables de fournir ce niveau de soins dans les hôpitaux, mais aussi à l'extérieur. La clinique de soins de l'organisme d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, Salal, ouvrira l'année prochaine. La violence sexuelle est un problème très répandu partout dans le monde. Au Canada, c'est le seul crime violent qui n'est pas en diminution. Selon Statistique Canada, 4,7 millions de femmes ont été agressées sexuellement depuis l'âge de 15 ans et une femme sur 3 a été victime d'un comportement sexuel non désiré en public. Territoire du Nord-Ouest, la station de recherche de Scotty Creek, mieux protégée contre les feux de forêt. La station de recherche de Scotty Creek, située à 50 km au sud de Fort Simpson, au territoire du Nord-Ouest, a été détruite par un feu de forêt en 2022. Pour éviter que le pire se reproduise, la nouvelle station a dorénavant son propre système de protection contre les incendies. La Première Nation, l'Ijikwe, responsable du site, planifie la cérémonie de réouverture de la station pour le 22 août, après 2 ans de travaux pour la remettre en état. La nouvelle version de la station, lieu de recherche sur les effets des changements climatiques dans un environnement nordique, est maintenant entourée par un coupe-feu de 75 mètres de large et équipée d'un système de gicleurs. Si un pilote survolant la région observe un feu, il communiquera directement avec l'aéroport de Fort Simpson. Un appel sera ensuite fait auprès de Peter Cazone, un gardien de la Terre pour la Première Nation, qui a construit le périmètre couvre-feu autour de la station. Bill Quinton, qui a fondé la station dans les années 1990, espère que le service de lutte contre les incendies de forêt du territoire sera déployé sur place en cas d'incendie. Toutefois, de savoir que la station a son propre système de protection lui apporte la tranquillité d'esprit. Depuis les feux dévastateurs d'octobre 2022 qui ont causé près de 2 millions de dollars de dommages, Bill Quinton dit que la menace des feux est demeurée bien présente. La destruction de la station n'aura pas eu que du négatif. Bill Quinton et la Première Nation ont profité de sa reconstruction pour y incorporer des éléments culture d'aînés comme une tonnelle qui servira d'espace de rassemblement. Bill Quinton explique qu'environ 1 million de dollars ont été recueillis pour la reconstruction. Actuellement, 71 aînés du Nunavut vivent à Embassy West. Le gouvernement du Nunavut a dépensé près de 54 millions de dollars pour loger des aînés du Nunavut à Embassy West, une résidence pour personnes âgées située à Ottawa, au cours des 7 dernières années, ce que révèlent les chiffres du ministère de la Santé du territoire, qui a un contrat avec Embassy West. Les dépenses annuelles du gouvernement du Nunavut ont augmenté presque chaque année fiscale, à l'exception de 2020-2021, lorsque Embassy West a reçu 191 672,99 cents de moins que l'année précédente. Le ministère a indiqué qu'au 3 juin, 71 aînés du Nunavut séjournaient à Embassy West. En 2021, ils souhaitaient rester à Embassy West pour bénéficier d'une physiothérapie. Avec l'aide de dons publics, Nestor a recueilli plus de 38 000 $ en 2 semaines pour ramener son père chez lui, après que le gouvernement du Nunavut lui ait dit qu'il ne paierait pas pour le billet d'avion pour ramener les aînés chez eux s'ils n'étaient pas médicalement autorisés. La valeur totale de l'accord entre le gouvernement du Nunavut et Embassy
Embassy West est d'environ 14,5 millions de dollars selon une copie expurgée du contrat obtenu par CBC News par le biais d'une demande d'accès à l'information. Le ministère de la Santé a refusé de divulguer une clause du contrat contenant des informations commerciales et financières. Actuellement, Embassy West est le seul établissement affilié au gouvernement du Nunavut qui fournit des soins de niveau 5. Dans la stratégie pour les aînés du gouvernement du Nunavut intitulée Vieillir avec dignité, ceux qui relèvent du niveau 5 ont besoin de supervision et de soins 24 heures sur 24. Un nouveau foyer de soins de longue durée doit ouvrir à Rankin Intel et offrira des soins de niveau 5. La nouvelle installation sera gérée par une société numérotée, encore sans nom, qui embauchera son propre personnel et supervisera les opérations quotidiennes de l'installation. Le fil sportif. Les amateurs des courses BMX à l'honneur à Regina. Les amateurs des courses BMX de la province sont à l'honneur cette fin de semaine à Regina dans le cadre du championnat provincial de la Coupe Saskatchewan qui se tenait du 10 au 11 août 2024 dans la ville reine. Organisé par l'association caritative 13 Avenue BMX Club, il s'agit du plus haut niveau de compétition provinciale dans cette catégorie. Selon le directeur de la course Brian Fellner, plus de 160 cyclistes participent à cette édition 2024. La plupart d'entre eux viennent de Saskatoon, Regina, mais aussi de Warman, qui sont représentés par des clubs. Plus de 10 000 personnes assistent à la 10e édition du Rough Stock Rodeo de Richer. Déjà plus de 10 000 personnes se sont présentées au parc Downson Trail de Richer pour assister au Rough Stock Rodeo au Manitoba. C'est un record selon les organisateurs de l'événement qui en est à sa 10e édition en 2024. 325 athlètes en provenance du Canada, des États-Unis ainsi que du Brésil participent aux différentes épreuves. En plus du rodéo pour les athlètes amateurs et professionnels, il y a également des courses de barils ainsi qu'une épreuve de prise de veau au lasso. Les Elks d'Edmonton deviendraient la propriété de l'homme d'affaires Larry Thompson. Une source au sein de la Ligue canadienne de football a révélé que Larry Thompson, l'ex-propriétaire de l'entreprise de construction Thompson Brothers, deviendra le propriétaire de l'équipe de football d'Edmonton, les Elks. Cette source a requis l'anonymat puisque la Ligue canadienne de football et les Elks n'ont toujours pas confirmé publiquement la vente. Si Larry Thompson devient le propriétaire des Elks, alors il ne restera plus que 2 concessions de la Ligue canadienne de football qui appartiendront toujours à leur communauté, les Rough Riders de la Saskatchewan et les Blue Bombers de Winnipeg. Les Blues soumettent des offres hostiles à Dylan Holloway et à Philip Broberg. Les Blues de Saint-Louis ont soumis des offres hostiles à Dylan Holloway et Philip Broberg des Oilers d'Edmonton mardi. Broberg et Holloway ont chacun accepté un contrat de 2 saisons qui leur rapportera respectivement 4,58 et 2,29 millions de dollars américains annuellement. Les Oilers ont 7 jours pour égaler ces offres. Si les Oilers laissent partir leurs 2 jeunes joueurs, ils recevraient un choix de 2e tour des Blues pour Broberg et un choix de 3e tour pour Holloway. La dernière offre hostile dans la NHL datait d'août 2021. L'attaquant Jesperi Kotkaniemi était alors passé du Canadien de Montréal aux Hurricanes de la Caroline. À Surrey, un tournoi de kabaddi est aussi un pont culturel. Le kabaddi, un sport de contact populaire en Asie du Sud, est de plus en plus populaire en Colombie-Britannique. Un tournoi de 6 équipes s'est notamment déroulé samedi à Surrey, en banlieue de Vancouver. Le sport qui a ses origines dans l'Inde ancienne et qui est également le sport national du Bangladesh se joue avec 2 équipes de 7 joueurs. Chacun son tour, un joueur d'une équipe doit tenter de se rendre dans le camp de l'équipe adverse pour toucher des adversaires alors que ceux-ci tentent de le plaquer pour qu'il ne puisse revenir. Ce fil d'actualité est produit par l'Arco en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.